Ce paquet rouge et blanc, comme on a tous pu le connaître il y a quelques années avant la mise en place du paquet neutre pour toutes les marques de cigarettes vendues sur le marché, a toujours été une référence et marque préférée des consommateurs de tabac manufacturé. Marque appartenant conjointement à Altria aux États-Unis et à Philip Morris dans le reste du globe. La campagne publicitaire réalisée toutes ces années autour de Marlboro, surtout à ses débuts, a eu plus d'influence sur la société que toute autre marque dans le monde. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'histoire de Marlboro, de sa création à comment elle est devenue une des plus grandes compagnies des États-Unis et qui aussi, par l'appât du profit, a pu détruire la santé de millions de gens. En passant du succès à une image parfois ternie par la vérité sur les méfaits réels du tabac que chacun de nous connaissons aujourd'hui, elle reste encore et toujours la marque de cigarettes la plus vendue. J'ai réuni ici des vidéos et archives rares avec des relectures de textes documentés, donc restez bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître les secrets du succès destructeur de cette cigarette qui vous a accompagné pendant plusieurs années si vous êtes un ex-fumeur, ou vous accompagne encore tous les jours et pour qui, je l'espère bien, vous motivera à arrêter de fumer définitivement pour une meilleure qualité de vie. Tout débute en 1847 dans une boutique d'un petit importateur de tabac sur Bond Street à Londres, une des rues les plus chères au monde. En 1854, il commencera à produire ses propres cigarettes sur Bond Street qui sera également une des marques vendues dans cette boutique. Cet importateur, nommé Philip Morris, qui décédera en 1873 d'un cancer, délèguera à sa femme Margaret et à son frère Leopold Morris le commerce du tabac sous le même nom. Une exportation des cigarettes de la marque Philip Morris vers les États-Unis commence alors vers 1902, où entre autres, ils ont finalement attiré l'attention de pas mal d'hommes d'affaires désireux d'obtenir une part du commerce en plein essor de la cigarette. À la fin de la Première Guerre mondiale, Philip Morris n'était plus une entreprise familiale en Angleterre, mais une petite entreprise américaine avec toujours des installations de fabrication en Angleterre. En 1908, la marque de Marlboro sera déposée aux États-Unis bien qu'aucune cigarette ne soit commercialisée sous ce nom avant 1923 et la famille Morris s'installera un an plus tard aux États-Unis en 1909. Ils nommeront la cigarette d'après l'emplacement de la première usine de l'entreprise sur Great Marlborough Street, se trouvant également à Londres en raccourcissant le nom en Marlboro. La marque voit le jour en 1924 et sera commercialisée comme la cigarette de luxe de l'Amérique, America's Luxury Cigarette. Tout le monde voudra ressembler à cet homme fort et confiant avec cette cigarette, mais Philip Morris oriente sa publicité vers un public féminin. À l'origine, Marlboro était une marque de cigarettes pour femmes avec des filtres spéciaux. En 1930, un embout appelé Ivory Chip, pour sa couleur ivoire, couvre l'une des extrémités de la cigarette pour éviter que le papier ne colle aux lèvres. Puis est également mise à la vente une cigarette à embout rouge, appelée cette fois-ci Beauty Chip, censée masquer les traces de rouge à lèvres. Son slogan était Mild as May. Les Marlboro étaient tout sauf un succès et ne revendiquaient qu'une infime fraction du marché global de la cigarette. D'autres marques de Philip Morris ont subi un sort similaire jusqu'en 1933, lorsque la société a embauché un groom dans un hôtel new-yorkais pour pousser les cigarettes Philip Morris English Blend. La campagne publicitaire Call for Philip Morris, mettant en vedette le petit Johnny Rovantini, a donné à l'entreprise son premier succès et en 1938, les cigarettes Philip Morris English Blend étaient le 4e plus gros vendeur aux États-Unis. Son statut de marché majeur après la guerre a connu un deuxième boom des ventes à la fin des années 40. En 1944, les GI américains venus libérer l'Europe apportent avec eux leurs cigarettes blondes. Le tabac blond et les marques américaines permettent à la consommation de tabac de s'étendre aux femmes et à toutes les classes de la société. Après avoir connu un bref succès pendant la Seconde Guerre mondiale, les attributions militaires avaient conduit à une pénurie nationale des marques de cigarettes populaires, léguant Marlboro et d'autres marques avec une vague artificielle de popularité.
la performance globale de Marlboro était particulièrement faible. Les ventes de Marlboro stagnent à moins d'1% des ventes de tabac aux États-Unis. Un changement se fera dans les années 50 car des études établissent les premiers liens entre le tabagisme et le cancer. En 1954, Philip Morris décide de repositionner la marque Marlboro et de modifier le produit. Parmi les modifications majeures figure l'ajout d'un filtre à finition simili-liège, comme on le connaît toujours aujourd'hui. Un mélange de tabac plus fort, un nouveau logo et l'arrivée d'un nouvel emballage connu sous le nom de Flip Top Box. Le paquet en carton à couvercle rabattant. Le Flip Top Box a été le premier changement majeur d'emballage en plus de 40 ans. Après avoir testé le marketing, Philip Morris a à nouveau eu un gagnant et a immédiatement breveté sa conception. Pour réintroduire cette cigarette, Philip Morris a choisi une nouvelle agence de publicité, la Leo Burnett Company de Chicago. À l'époque, Leo Burnett était une agence considérablement petite, surtout par rapport aux plus grands magasins de Madison Avenue dans le Big Apple. Les dirigeants de Philip Morris détestaient les agences type de Madison Avenue. Ils voulaient une entreprise avec plus de base. Et bien que Leo soit déjà une légende dans la communauté de la publicité, c'était son travail et son humble charme du Midwest qui attiraient Philip Morris. L'une des premières contributions de Leo à l'activité de Marlboro a été de recommander un changement dans l'emballage. Il était risqué de suggérer des changements d'emballage, suppression des rayures, mise en majuscule de la marque. Après tout, Philip Morris ne cherchait que de la publicité pour la marque. Mais ces suggestions ont été un succès instantané avec les gens de Philip Morris. Le même jour, Leo a rencontré les dirigeants de Philip Morris qui, à sa demande, avaient passé la nuit à Chicago pour dévoiler leur toute première publicité pour Marlboro, créée en moins de 24 heures par Leo. Philip Morris, producteur de Marlboro, avait besoin d'une nouvelle stratégie de promotion. Au début, tous les producteurs de cigarettes se sont concentrés sur les avantages pratiques des cigarettes. Mais cela n'a jamais été un plus ni une aide favorable pour les ventes. La compagnie décide de ne pas mentionner ni de se concentrer sur le côté santé dans les campagnes publicitaires, mais se focalisera plus sur l'aspect de l'homme viril. Leo Burnett, à l'origine de ce changement, avait touché juste. La nouvelle mascotte de la marque, le Marlboro Man, dégagerait une virilité robuste dans un effort pour positionner Marlboro comme un filtre avec de la saveur. Auparavant, la plupart des cigarettes à filtre étaient considérées comme trop efféminées, sans saveur et destinées à ceux qui ne pouvaient pas fumer des marques plus fortes. Avec la campagne Marlboro Man, Philip Morris a travaillé pour renverser ce sentiment. Les Marlboro Man originaux étaient excessifs dans leur virilité masculine. Les modèles allaient des cow-boys et marins rugueux aux hommes d'affaires et universitaires séduisants. Que le Marlboro Man ait été photographié en train de préparer son arme ou de jouer aux échecs, il arborait toujours un tatouage d'inspiration militaire sur le dos de sa main. En 1960, le tatouage a été interrompu, mais son message, celui de l'intrigue et de la masculinité, est resté vibrant dans le Marlboro Man des décennies à venir. En moins de 30 jours après sa conception, Marlboro est devenu la marque numéro 1 dans le Grand New York. Il a dépassé toutes les autres marques. Une réalisation notable étant donné que Philip Morris, à l'époque, était la plus petite entreprise du secteur des cigarettes. Avec une prise de conscience et une acceptation croissante du public envers les Marlboro Man, les ventes ont décollé, passant de seulement 18 millions de cigarettes en 1954 à 6 milliards en 1955, à plus de 20 milliards en 1957. Marlboro aura réussi à vendre 3 fois plus de cigarettes en un jour que pour toute l'année 54. À la fin des années 50, la campagne a évolué plusieurs fois de Où il y a un homme, il y a Marlboro en 1957 à la série Saddleback dans laquelle nos Marlboro Men ont été vus se détendre et savourer leurs cigarettes. En quelques années à peine, le concept créatif du Marlboro Man et ce qu'il représentait avaient été fermement établi. Il avait attiré des millions de nouveaux consommateurs vers la cigarette qui livre la marchandise sur la saveur. Et parce que le produit a tenu cette promesse, Marlboro était en passe de devenir la plus grande réussite de l'histoire du tabac et du marketing.
Les publicités n'étaient pas seulement masculines, mais résolument masculines. Il y avait un haut degré de sex appeal également associé à toutes les publicités à ce moment-là, car la publicité télévisée mettait en vedette Julie London, l'une des femmes les plus sexy de l'époque, chantant la chanson thème de Marlboro. L'implication claire était que si l'on fumait du Marlboro, on pouvait obtenir une femme comme Julie, de son vrai nom, Julie Peck. C'était une célèbre actrice et chanteuse américaine qui, entre dans les années 50 et 70, restera et représentera le côté féminin à plusieurs reprises pour la marque dans différents spots publicitaires. Marlboro était également la bonne publicité au bon endroit. Les décennies commençant à la fin des années 50 devenaient de plus en plus turbulentes. L'implication de l'Amérique dans la guerre du Vietnam commençait à s'intensifier. Flower Power commençait dans les pays. Les femmes se rebellaient contre leur place traditionnelle dans la vie américaine. La pilule et le contrôle des naissances, ainsi que le bouleversement concomitant des mœurs sexuelles ont été introduits. Il y avait de la confusion en particulier de la part des jeunes hommes, qui cherchaient pour la première fois des modèles dans les médias. C'est à cette époque de valeurs conflictuelles qu'est venu l'homme Marlboro, une image simple et forte présentant un message clé pour les jeunes. Les jeunes ont répondu, ils aimaient et aspiraient à être comme cette image simple et masculine, s'élevant au-dessus de l'agitation du pays pour un rôle bien défini dans la nouvelle société. Revenons maintenant un peu sur l'histoire et la place du cow-boy, qui restera par la suite l'icône de la marque. Cette icône publicitaire faisait partie des plus connues dans le monde à l'époque avec Ronald McDonald et Géant Vert. Les autres Marlboro Men ont disparu car les gens aimaient beaucoup plus l'image du cow-boy silencieux sous son chapeau dans son ranch. Il fut toutes ces années plus d'une dizaine d'acteurs jouant le rôle du cow-boy afin de promouvoir la marque dans des campagnes de presse ou à la télévision. Parmi eux, et excusez-moi les prononciations, William Turbley, Charlie Cornely et Jim Patton des Giants de New York, Brad Johnson, Bill Dutra, Dean Myers, Robert Norris, qui a été le seul et unique cow-boy et acteur à n'avoir jamais fumé de toute sa vie et ayant arrêté de bosser avec Marlboro, estimant qu'il ne donnait pas le meilleur exemple à ses enfants. Tom Mattox, David Millar, Dick Hammer, Eric Lawson, Wayne McLaren et David McLean. Mais le premier vrai Marlboro Man repéré par Léo Burnett s'appelait Darrell Winfield. Je dis vrai car c'était le seul vrai cow-boy qui était dans un élevage et qui travaillera pour Philip Morris de 1968 à 1989. Dans une interview de 1986, Winfield a déclaré qu'il pensait que sa vie aurait été fondamentalement la même s'il n'avait pas eu la chance de travailler pour Marlboro. Parmi ces acteurs, 5 seraient morts d'une maladie liée au fait qu'ils aient été fumeurs plusieurs années. Wayne McLaren, après avoir fumé toute sa vie une trentaine de cigarettes par jour, développe un cancer du poumon à 49 ans. Son frère Charles, en voix off, critique les cigarettiers qui vendaient un style de vie indépendant et demande « Couchez là, relié par des tubes à ces machines. Pouvez-vous dire que vous êtes indépendant ?» Wayne McLaren a témoigné en faveur de la législation anti-tabac à l'âge de 51 ans. À l'époque de l'activisme anti-tabac de McLaren, Philip Morris a nié qu'il soit apparu dans une publicité de Marlboro, une position qu'il a ensuite modifiée pour maintenir que même s'il apparaissait dans les publicités, il n'était pas le Marlboro Man. Winfield détenait ce titre. En réponse, McLaren a produit un affidavit d'une agence de talent qu'il avait représenté ainsi qu'un talon de chèque de paie, affirmant qu'il avait été payé pour un travail pour une affiche publicitaire. McLaren est mort avant son 52e anniversaire en 1992. David McLean, pour lui, avait commencé à fumer à l'âge de 12 ans. En 1985, on lui a diagnostiqué de l'emphysème et en 1993, une tumeur au poumon droit lui a été retirée. Malgré l'opération, le cancer a récidivé et a migré au cerveau et à la moelle épinière. Il est mort à 73 ans en 1995. En 1996, sa veuve a intenté un procès à Philip Morris l'accusant de la mort de son époux. Selon elle, McLean était incapable d'arrêter le tabac à cause de son addiction à la nicotine. La plainte affirmait que McLean avait été obligé de fumer jusqu'à 5 paquets de cigarettes lors des prises de vue jusqu'à obtenir le meilleur pose pour les publicités
et qu'il recevait des cartouches de cigarettes Marlboro à son domicile comme cadeau de Philip Morris. McLean et McLaren ont par ailleurs inspiré le personnage de Lorne Lutch dans le film Thank You for Smoking, sorti en 2006. Je vous ai vu dans... T'étais pas dans cette émission? Oui. Oui, c'était moi. T'as de la chance d'en être sorti vivant. Oui, avant le tabac était partout à la télé. L'an dernier, après mon diagnostic, je suis allé sur la côte Est, au congrès annuel des actionnaires de Big Tobacco. Et là, j'ai pris la parole et je leur ai dit de limiter au moins leur publicité. Tu sais ce que ton patron m'a dit? Il a dit... Nous sommes navrés d'apprendre que vous avez des problèmes de santé. Cependant, n'ayant aucune connaissance de vos antécédents médicaux, nous ne nous étendrons pas davantage. Seulement après, ils ont prétendu que je n'avais jamais travaillé pour eux. J'ai gardé mes fiches de paye. C'était moi sur ces putains d'affiches, mon Dieu. En fait, j'ai jamais fumé de Marlboro. Je fumais des cools. Eric Lawson, lui, ne s'est jamais arrêté de fumer malgré la maladie pulmonaire. David Miller a combattu l'emphysème avant de mourir à 81 ans. Ces maladies dues au tabac ont par la suite énormément détruit l'image de la marque. En 1997, Philip Morris finira par retirer le Marlboro Man de ses campagnes publicitaires aux États-Unis. L'homme Marlboro sera aussi utilisé sur les grands écrans comme dans le film Harley Davidson et l'homme Marlboro, traduit en français par Harley Davidson et l'homme au Santiago, pour éviter une incitation et une publicité gratuite pour la marque. Petite anecdote, en 1963, Philip Morris avait acheté les droits de la bande originale du film classique d'Elmer Bernstein, The Magnificent Seven, les Sept Magnifiques. Cette superbe partition nominée aux Awards qui a ensuite été utilisée comme musique de fond pour la publicité télévisée avec le cow-boy. Entre-temps, un film documentaire réalisé par Martin Smith en 1976 nommé Death in the West, Mort dans l'Ouest, contenant le premier aveu enregistré d'un représentant de Philip Morris que le tabagisme provoque des problèmes de santé. Il avait été filmé par le journaliste Peter Taylor et une équipe d'une ancienne émission britannique, This Week. Ce film n'a été diffusé qu'une fois au Royaume-Uni sur Thames Television, devant un auditoire d'environ 12 millions de téléspectateurs, avant qu'une décision du tribunal ne soit obtenue pour l'empêcher d'être rediffusé. Le film est composé de 3 types différents de séquences: d'anciennes publicités de Marlboro, des entretiens avec 2 dirigeants de Philip Morris et des entretiens avec 6 cow-boys américains atteints d'un cancer du poumon ou d'emphysème, ainsi que des témoignages de médecins selon lesquels les conditions ont été causées par une forte consommation de cigarettes. Le film interviewe James Bowling, premier vice-président et directeur des affaires corporatives de Philip Morris, ainsi que Helmut Weckham, vice-président du département des sciences et de la technologie aux États-Unis. Peu de temps après la diffusion, Philip Morris a poursuivi Thames Television, obtenant avec succès une ordonnance du tribunal pour empêcher le film d'être diffusé jusqu'à ce que son procès puisse être entendu et empêchant les cinéastes de discuter publiquement du film. Le procès de Philip Morris a accusé Thames à la fois de tromperie et de violation du droit d'auteur, déclarant que la société avait été mise en sac de sable et doublée pour autoriser l'utilisation des publicités de Marlboro dans le film, car il pensait que le film représenterait des cigarettes d'une manière plus favorable. Philip Morris a également dépensé beaucoup d'argent pour tenter de prouver que les 6 personnes du film n'étaient pas de véritables cow-boys. Philip Morris a déclaré qu'il réglerait à l'amiable si Thames retournait toutes les images des publicités et des employés de Philip Morris, détruisant ainsi effectivement la majorité du film. Bien que les chances de Thames de gagner le procès avaient été qualifiées de bonnes, les cinéastes n'ont pas intenté de procès pour récupérer le film, car une défense coûtait 100 000 livres, bien plus que le montant que la société pourrait gagner en vendant le film. Thames s'est finalement arrangé à l'amiable, signant un accord confidentiel qui déclarait qu'il détruirait toutes leurs copies du film. En janvier 1979, le film original aurait été scellé dans un coffre-fort de la Cour de Londres. Bien que Thames ait
accepté de détruire toutes les copies du film, le film et les photocopies de l'accord confidentiel ont été divulgués. Ce documentaire n'a pas réellement affecté la marque qui, à cette période, était à son apogée. En 1971, la marque lance la version light dite légère qui sera positionnée comme une cigarette à faible teneur en goudron pour minimiser la cannibalisation du Marlboro rouge. La version light a été introduite avec un mélange différent, 13 mg de goudron pour 1 mg de nicotine par rapport à 20 mg de goudron pour 1,3 mg de nicotine avec les Marlboro rouges. Leurs dangers moindres pour la santé ont été mis en avant par la marque, mais des rapports d'experts et des études ont remis en cause cette affirmation, prouvant que les lights sont aussi dangereuses que les cigarettes classiques. Au début de leur commercialisation, les fabricants de la marque ont laissé entendre qu'il y avait moins de goudron et de nicotine dans les cigarettes light. C'était bien évidemment l'argument vendeur, mais les spécialistes ont vite réalisé que l'appellation light reposait essentiellement sur la présence de petits trous au niveau du filtre, permettant de diluer la fumée et censé diminuer la quantité de goudron et de nicotine inhalée. Avec les lights, les fumeurs inhalent plus souvent ou plus profondément pour trouver les quantités de nicotine propres à leur dépendance. Bien souvent, ils consomment aussi davantage de cigarettes par jour. Au final, ils sont exposés à la même quantité de substances toxiques. De plus, les conduits des filtres qui diluent la fumée de la cigarette light en permettant à l'air de pénétrer à l'intérieur sont souvent inutiles. De nombreux fumeurs obstruent ces conduits avec leurs doigts ou la bouche. Beaucoup de consommateurs soucieux de leur santé se dirigent également vers les lights, les pensant moins nocives. Mais rien ne prouve que ces cigarettes aident pour un futur sevrage. Fidèle à son engagement à satisfaire les goûts changeants des consommateurs, Marlboro continue d'explorer de nouveaux domaines pour développer ses activités. À cette fin, Philip Morris a développé Marlboro Medium en 1991, offrant aux consommateurs peu soucieux du goudron qui souhaitent une image plus masculine que light. Un choix entre Marlboro et Marlboro Light. Les publicités pour les médiums se sont concentrées sur l'utilisation d'équipements et d'accessoires de cow-boy comme toile de fond pour un nouvel ensemble, saisissant et masculin. Enfin, Marlboro propose également Marlboro Ultra Light sur une base limitée de 3 marchés. En raison du possible manque d'ajustement d'Ultralight dans le portefeuille plus masculin de produits Marlboro, la marque ne sera probablement pas déployée à l'échelle nationale. On comptera environ une douzaine de variétés chez Marlboro, incluant aussi les menthols, qui fut tout interdit du marché de la cigarette au début de l'année 2020, car considéré comme un package trop insistant pour une consommation jeune. Le goût frais était plus agréable pour les jeunes consommateurs, une inhalation plus profonde et une addiction plus rapide avec une espérance pour Marlboro que ces jeunes continuent leur consommation jusqu'à leur mort bien évidemment. Marlboro, qui assure une bonne activité publicitaire depuis plusieurs années déjà, va maintenant, pour encore mieux se populariser auprès de monsieur et madame tout le monde, la marque va s'installer en faisant des placements dans de nombreux films du cinéma américain, notamment dans plusieurs films de guerre sur le Vietnam comme dans Full Metal Jacket et le célèbre Forrest Gump. Des grands classiques également avec Jack Nicholson comme Vol au-dessus d'un nid de coucou sorti en 1975 et Shining en 1980. Aussi dans toutes les premières minutes de Midnight Express sorti en 1978 où l'acteur principal transporte avec lui un sac plastique de la marque. Il y en a bien d'autres, mais son plus gros placement se retrouvera dans le film Superman 2 lors d'un combat final. On retrouvera le paquet aussi dans plusieurs séries, notamment dans la série Mad Men. Marlboro sera aussi un énorme sponsor pour de nombreux sports, en particulier sur les courses les plus connues de l'automobile et de motos sur circuit, mais pas que. Avant de vous faire tout l'historique de la F1, laissez-moi vous dire que la marque a su s'installer vraiment partout où elle le pouvait, et je l'appelle d'ailleurs l'ancêtre de Red Bull. Après avoir fait plusieurs recherches un peu plus poussées que de regarder sur Wikipédia, j'y ai trouvé pas mal de surprises. Gaston Rayet, triple champion du monde de motocross dans les années 70 et légende ayant fait plusieurs Paris-Dakar dont il remportera une de ses courses en 1988 équipé d'une moto Suzuki soutenue et customisée par la marque. Philippe Mason, Nigel Lamb, Ian Peacock et Dick Manning
seront eux les pilotes fous, une équipe acrobatique de Marlboro experts dans les avions de voltige. Ils performeront à plusieurs reprises au-dessus de la ville de Londres en 1986, exécutant des figures plus impressionnantes les unes que les autres, devant bien évidemment une foule de gens pour qui inconsciemment la marque restera avec le temps imprimée dans leur esprit jusqu'à devenir de futurs clients potentiels. Pour rester un peu dans les extrêmes et sports à sensations fortes, je vous présente maintenant Bruno Gouvi et Patrick de Gaillardon, deux sacrés phénomènes. Patrick, ancien champion de France de chute libre en 1985, 1988 et deuxième champion du monde en 1985. Il découvre en 1984 le base jump, les sauts de falaise et des plus hauts ponts. Il a sauté depuis la chute d'eau la plus haute du monde au Venezuela. En 1992 et 1995, il battra 2 fois le record du monde du saut le plus haut en altitude sans oxygène à plus de 12 000 mètres. Il effectuera bien d'autres sauts qui le rendra légendaire, dont une cascade larguée d'un avion en 1997. Il sautera d'un avion et réussira à remonter dans la cabine 1 minute plus tard après de nombreuses tentatives. Ce saut inspirera une cascade dans un film James Bond GoldenEye. Mort en 1998, il restera le meilleur parachutiste des années 90. Bruno Gouvi, pour lui, était multisport dans l'extrême, ayant battu des records en monoski, alpinisme, ski mixte. Également excellent grimpeur, snowboarder hors pair, parachutiste et véliplanchiste, sera sponsorisé plusieurs fois. C'était un vrai fou furieux de l'aventure et décédera également en pleine activité. Ces deux personnages se réuniront pour une vidéo spéciale Marlboro nommée Lévitation. Une vidéo les voyant tous deux en pleine chute libre effectuant multiples figures dans les airs. Je vous laisse apprécier un peu et je vous laisserai quelques-unes de ces vidéos en description. J'ai même trouvé des images de speedboat, de voilier, mais aussi d'un joueur de tennis et de badminton supporté par Marlboro. Elle a aussi sponsorisé le sport motocycliste, notamment un Grand Prix, d'abord avec Yamaha et Honda en 500 cm3, puis Ducati depuis le retour du constructeur italien en 2003. Toyota, Mitsubishi et Peugeot pour les rallyes et en endurance avec entre autres l'écurie Jost Racing, courant sur Porsche 956 en 1983. Le sport sponsorisé le plus connu restera sans doute en F1, commençant avec l'écurie de BRM P160 pendant une durée de 2 ans, de 1971 à 1973, sans grand succès, puis en 1974, la marque décide de soutenir McLaren. Écurie anciennement orange de couleur sera revêtue en rouge et blanc. Ce contrat de sponsoring durera jusqu'en 1996 avec de nombreux titres à son actif. Marlboro apportera un soutien financier à de nombreux pilotes automobiles, dont les plus illustres sont Alain Prost, Mika Häkkinen ou Ayrton Senna, qui par ailleurs était un grand fan d'aéromodélisme, s'amusant parfois avec un avion et un hélicoptère customisé. Marlboro a également parrainé les pilotes de la Scuderia Ferrari depuis 1973. La marque n'apparaissait que sur les casques et les combinaisons. En 1997 est devenu le sponsor titre puisque l'équipe a été officiellement rebaptisée Scuderia Ferrari Marlboro. Cette écurie domine bien évidemment dans les années 2000 grâce également à Michael Schumacher. Au fil des ans, Ferrari a dû modifier le logo Marlboro de diverses manières pour se conformer aux lois anti-tabac qui étaient en place dans certains pays. Le logo Marlboro a été complètement supprimé ou remplacé par un code barre où le texte a été supprimé tout en conservant le chevron avec le nom du conducteur et dans les vêtements des membres de l'équipe. Le code barre était la tentative pour Marlboro d'être subversif, mais les groupes de surveillance ont rapidement compris le stratagème. Cela ne ressemblait à rien, mais avec la vitesse et en pleine course, le logo ressortait mieux. Et tout le monde pouvait se rappeler de la marque de cette manière. Marlboro avait trouvé une faille pour pouvoir rester en F1, mais le code barre fut enlevé totalement car trop voyant et explicite. Mais Marlboro avait malheureusement plus d'un tour dans son sac.
Après la disparition du logo sous forme de code barre, un nouveau nom sur la Ferrari arriva en intriguant plus d'un. Mission Winnow. Mais qu'est-ce que Mission Winnow? D'apparence, ces deux mots n'ont rien à voir avec le tabac puisqu'il s'agit simplement, par ce biais-là, de soutenir la recherche et les nouvelles technologies. Non, c'est bel et bien une marque de Philip Morris. Cela n'est pas du goût de tout le monde, en particulier en Australie, pays particulièrement strict quant au respect des lois anti-tabac qui par la suite l'interdisent totalement dès 2019 sur le territoire. Selon certains opposants à la cigarette, Philip Morris use beaucoup trop des méthodes subliminales pour communiquer sur ses cigarettes. En point de mire, Marlboro évidemment, dont la première lettre se retrouve dans Mission, mais aussi à 2 reprises dans le mot Winnow, qu'il suffit de retourner pour découvrir les lettres en question. Et avec des caractères blancs mis de côté sur le flanc rouge d'une Ferrari, bien entendu, le lien est facile à faire. La Scuderia Ferrari est contrainte dans plusieurs pays et petit à petit de retirer Mission Winnow. Mais ce qu'a fait Philip Morris avec Mission Winnow a fait parler les gens. Le logo était intriguant et n'avait rien à voir avec les cigarettes. Les gens l'ont découvert, ce qui a permis d'en faire une publicité gratuite parce que les gens sont bien évidemment super curieux. De plus en plus restreints à pouvoir marketer la marque à grande échelle grâce aux restrictions anti-tabac, heureusement pour la santé publique, on commence à voir que Marlboro s'essouffle lentement. En 2013, elle est 13e au classement des marques les plus vendues. En 2019, 15e et perdra 8 places en une année pour se retrouver 23e du rang mondial pour 2020. Pour cause par exemple, l'augmentation des prix de cigarettes chaque année. Le manque de publicité et les cigarettes commencent surtout à devenir inaccessibles pour certains jeunes. C'est plus cher, donc moins de consommateurs qui sont à présent un peu plus centrés sur leur santé. Mais Marlboro a toujours un besoin de cibler la jeunesse pour en faire des consommateurs à vie. Et pour ça, ils vont vers 2011 commencer à organiser des soirées événements avec de gros panneaux publicitaires Be Marlboro dans plus de 60 pays, en particulier où les lois sur la publicité et le tabagisme sont moins strictes, comme la Colombie, l'Indonésie, la Slovénie, les Philippines et bien d'autres pays à faible et moyen revenu utilisant ici le sexe, le plaisir, la prise de risque et l'aventure. Si les fabricants de tabac prétendent publiquement ne pas commercialiser leurs produits auprès des jeunes ou ne pas concevoir des campagnes marketing qui leur sont destinées, c'est pourtant bien le cas. Lors de ces événements, les panneaux de marque Marlboro qui disent « Je serai célèbre » et ne soyez pas un peut-être, soyez Marlboro sont partout. Les fêtes avaient lieu dans des boîtes de nuit à la mode, sur de belles plages et dans les salles de concert en plein air. Des vidéos promotionnelles de ces soirées promettaient des boissons et des cigarettes gratuites pour les participants, histoire de bien attirer toute cette jeunesse un peu perdue. En 2014, les organisations de la santé publique publient un rapport intitulé « Vous êtes la cible », exposant comment les campagnes de marketing Be Marlboro de Philip Morris utilisent des thèmes et des images qui plaisent aux jeunes du monde entier. Les défenseurs anti-tabac présenteront une lettre au président de Philip Morris signée par une centaine de responsables gouvernementaux de plus de 25 pays appelant Philip Morris à mettre fin à Be Marlboro. Pour ma part, je ne sais pas vraiment où tout cela en est, mais je pense qu'avec les événements actuels engendrés par le Covid, beaucoup de fêtes ont dû être annulées, provoquant de grosses pertes pour la marque, favorisant la lutte anti-tabac. Vu les grosses pertes de la marque depuis la dernière décennie, le cowboy a sérieusement du mal à remettre le pied à l'étrier. Avant cela, l'augmentation de la part de marché de Marlboro était, comme vous l'avez vu, sa capacité à produire des cigarettes plus douces, plus aromatiques, plus sucrées et moins dures. Cela sans rien dire au public, en ajoutant de l'ammoniac au tabac. Une utilisation ultérieure du phosphate de diammonium a permis à Marlboro de libérer la nicotine du tabac, permettant une administration plus efficace. Marlboro a gardé ce processus secret pendant de nombreuses années, car le freebasing est le même processus utilisé pour produire du crack à partir de cocaïne normale. Certains experts ont appelé le produit vendu par Marlboro tabac à crack. Un comble pour Philip Morris qui décide maintenant de se lancer dans la cigarette électronique avec l'IQOS et de se ranger du côté de la santé, cherchant dorénavant à convertir ses jeunes consommateurs en vue d'un grand nombre de nouveaux adeptes de l'e-cig. Je parlerai sûrement plus en détail de Philip Morris et de l'IQOS dans de prochaines vidéos.
Marlboro a aussi longtemps été sujet à des rumeurs comme celle des plus reconnus qui disaient que le Ku Klux Klan était derrière la marque. Les gens ont beaucoup d'imagination et j'ai pu moi-même le croire à une certaine période, mais ce n'est absolument pas le cas. De même pour le paquet de Marlboro Cannabis qui n'a jamais été vendu dans le commerce, malheureusement pour les amoureux de la bœuf. Le cowboy sera aussi parodié dans de nombreuses vidéos préventives contre la marque, comme celui où on peut le voir fumer dans son ranch à côté de son cheval à plusieurs moments jusqu'à voir le cheval tomber au sol. Marquant pour le coup que certains fumeurs passifs décèdent et montrant ici que la fumée de cigarette est d'autant plus dangereuse pour la santé des non-fumeurs que pour le fumeur lui-même. Et en 2015, le présentateur de l'émission américaine Last Week Tonight, John Oliver, lors d'une spéciale tabac, s'en était bien moqué en créant un personnage du nom de Jeff, le poumon cowboy, afin de montrer réellement le vrai visage des effets de la cigarette sur l'organisme en faisant de lui la nouvelle mascotte de Marlboro adorée des enfants. Pour conclure, le tabagisme, la principale cause mondiale des décès évitables qui tue près de 6 millions de morts dans le monde chaque année et devrait tuer 1 milliard de personnes ce siècle si les tendances actuelles se poursuivent. Chaque jour, 80 000 à 100 000 jeunes dans le monde deviennent dépendants au tabac. Sans une action urgente des gouvernements du monde entier, plus de 250 millions d'enfants et de jeunes vivants aujourd'hui mourront de maladies liées au tabac. Marlboro, depuis toutes ces années, fait partie de ces tueurs silencieux, si ce n'est le plus gros. Mais le gouvernement dans lequel vous vivez ne vous aidera malheureusement jamais d'arrêter de fumer, car ce n'est pas dans leurs intérêts. La prise de conscience doit être faite par vous et pour vous-même, car sachant depuis tout ce temps ce qui se trouve dans le tabac de cigarette, il serait préférable peut-être pour vous de respirer un pot d'échappement. Mais arrêter de fumer serait quand même la meilleure option à choisir. Il n'y a aucune logique pour l'être humain à fumer des cigarettes et Marlboro vous a fait croire que vous deviendrez un homme, un vrai, une clope au bec ou une femme libre. La vraie liberté, c'est faire des choix un minimum cohérents pour un avenir plus propre et non pas de se laisser guider inconsciemment. Aujourd'hui, pour moi, fumer n'est absolument plus tendance et ne doit plus être une mode ou un mode de vie pour les jeunes. Un fumeur qui rêve d'un monde libre devient contradictoire. On souhaite tous la santé pour notre prochain, mais les cigarettiers comme Marlboro ont su installer cette contradiction dans l'esprit des gens qui est devenue avec le temps une norme dont beaucoup ont du mal à se défaire. Cette marque est en perte constante comme je vous l'ai dit plus tôt et je pense que ça va continuer. Par ailleurs, son site est fermé depuis longtemps maintenant. Bref, j'espère un jour voir un monde sans fumeurs et faire partie de ceux qui y contribuent vivement. Je vois peut-être les choses en grand, mais je sais une chose, c'est qu'à la base, personne ne veut fumer de cigarette. Personne ne veut voir ses enfants commencer à fumer. Personne ne veut voir un proche, que ce soit un ami ou de la famille, mourir plus tôt que prévu à cause d'une maladie liée au tabac. Suivez vos rêves de gosse, défiez votre peur de l'arrêt du tabac, peu importe votre âge, pour une meilleure qualité de vie afin que cette époque de fumeurs ne soit qu'un vieux souvenir. Listen while I tell you a story, the tale of the Marlboro brand. It came out of Richmond, Virginia one day and spread clear across the land. Oh yeah, it spread to California and now it's famous in old Chicagoland. And in New York town it's the biggest brand around and getting bigger from the lakes to the Rio Grande. The big flavored Marlboro brand. Now anywhere is Marlboro country, everywhere in the USA. From Philadelphia clear to San Francisco Bay, getting bigger all over this great big land. The big flavored Marlboro brand. Come to Marlboro country.